Merci d'être avec nous, François-Noël Buffet, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Sénateur Les Républicains du Rhône, vous présidez la commission des lois ici au Sénat. On va parler de l'audition hier de Gérald Darmanin que vous avez menée, mais d'abord la réforme des retraites. Et on l'a vu, c'est donc un échec de la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats. Qui est responsable de cet échec, selon vous? C'était pas surprenant. Il y a une manifestation prévue le lendemain. Tout le monde attend la décision du Conseil constitutionnel. Que pouvait-on espérer de ce rendez-vous? Si on veut être positif, on dit qu'au moins le dialogue s'est rétabli entre le gouvernement et les syndicats. Après, pour le reste, je crois que c'est suspendu. Le temps est suspendu. Suspendu, effectivement, à aujourd'hui, parce que les syndicats veulent montrer qu'ils sont encore mobilisés. Et suspendu à la décision du Conseil constitutionnel, peut-être sur laquelle on fait porter beaucoup d'espoir, et sans forcément de grandes certitudes. Nous verrons bien. Vous pensez qu'il n'y aura pas de censure? Je n'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas. Pas de censure totale, en tout cas? Il peut y avoir, il y a toujours une possibilité de censure. C'est difficile de juger à la place des juges constitutionnels. Mais globalement, on sait quels sont les points forts du texte et quels sont les points un peu plus faibles. Donc on se doute bien qu'ils vont réajouter quelques points. Mais vous ne croyez pas à la censure totale? Je n'y crois pas, non. A priori, je ne crois pas à la censure totale. Ou alors, en tous les cas, ce serait une très grande surprise. Donc le temps est suspendu. Néanmoins, il fallait malgré tout qu'ils se reparlent. Alors évidemment, la première rencontre n'est pas très positive. Mais néanmoins, elle a eu lieu, c'est déjà ça. Gageons qu'à la faveur des décisions qui arriveront, la manifestation d'aujourd'hui, dont on peut imaginer qu'elle sera encore effectivement une journée de mobilisation importante, la décision du Conseil constitutionnel figera la situation et donc peut-être que le dialogue pourra se réouvrir sur le fond un peu plus sérieusement la semaine prochaine. Voilà, que pouvons-nous dire de plus? Chacun est un peu dans sa position, dans les acteurs de cette affaire-là. C'est dommage d'en arriver là, on ne va pas... Mais si le Conseil constitutionnel ne censure pas totalement le texte et que donc Emmanuel Macron promulgue la réforme, est-ce que vous craignez une radicalisation des violences, des manifestations et donc de la violence? Je crois d'où l'important... Alors, il faut distinguer les choses. Une fois, ça reviendra à la discussion qu'on aura avec l'audition d'hier. Les manifestants des syndicats manifestent dans le calme, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est pas eux qui mettent le bazar. C'est les Black Blocs, c'est des gens d'extrême gauche, l'ultra-gauche, ce qu'on appelle l'ultra-gauche, c'est des gens violents qui viennent pour la violence. Donc ne mélangeons pas les choses tout de même. Donc gageons que si la décision du Conseil constitutionnel est de confirmer en grande partie ou très majoritairement le texte, que les partenaires sociaux et le gouvernement retrouvent les fils du dialogue et recommencent à tisser quelque chose. Naturellement, ça ne sera pas dans la minute. Tourner la page, si le Conseil constitutionnel tourner la page, valide... en tous les cas, accompagner la situation. Il y a des sujets à aborder sur le fond. La pénibilité, les carrières longues, il y a encore beaucoup de travail à faire. La notion du travail, quelle est la définition du travail aujourd'hui? Mais les syndicats disent on ne peut pas parler de ça tant qu'il n'y a pas de retraite. Bien sûr, mais on comprend bien. Et ils attendent. Eh bien, une fois que les choses seront faites, peut-être que les choses avanceront. En tous les cas, il faut le souhaiter pour le pays et pour tout le monde, naturellement. Est-ce qu'on est dans une crise démocratique, comme le dit Laurent Berger? Je ne crois pas. Les mots ont un sens. On n'est pas dans un pays comme le nôtre où les institutions fonctionnent. Elles sont ce qu'elles sont, nos institutions. Mais elles fonctionnent. Ce sont les acteurs qui font fonctionner les institutions. Ce ne sont pas les institutions elles-mêmes. Donc le système démocratique fonctionne. Vous pouvez manifester, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais il y a un moment, évidemment, il y a un système de décision. Ce système de décision, c'est la démocratie représentative. Donc à partir de ce moment-là, on a élu des gens pour ça, des députés, des sénateurs, et c'est eux qui tranchent au bout du compte. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne connais pas d'autres systèmes plus démocratiques. Il peut y en avoir d'autres. Mais les autres, certains systèmes sont plutôt à l'inverse des dictatures. Donc gardons bien le nôtre, faisons fonctionner les choses normalement. Mais non, n'allons pas trop loin quand même dans les propos qui sont tenus. 11e journée de mobilisation, on l'a dit, on va parler de la stratégie du maintien de l'ordre dans quelques instants, mais 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui pour cette journée de mobilisation. C'est un dispositif à même d'éviter les débordements pour vous? En tous les cas, ça peut apparaître comme un dispositif suffisant pour pouvoir contenir les choses, essayer de régler les problèmes. On imagine bien que le calibrage, si je puis me permettre cette expression, a été fait par le ministère de l'Intérieur à la faveur d'informations et malheureusement d'expérience. Comme vous dites, c'est la 11e manifestation, 11e jour de grève. Donc il y a quand même une expérience qui a été acquise. Il faut espérer que les choses se passent bien. Mais vous savez, l'affaire des Black Blocs, l'ultra-violence, ce sont des petits groupes. Ils sont importants, mais nombreux, mais très mobiles. Et donc, c'est toutes ces difficultés qu'il faut gérer. Et on va en parler justement, puisque vous avez auditionné hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur cette stratégie du maintien de l'ordre. On va voir les temps forts de cette audition avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour.
Et Audrey, la commission des lois que vous présidez, François-Noël Buffet, a donc auditionné Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier au sujet des manifestations et du maintien de l'ordre dans les manifestations contre la réforme des retraites, mais aussi à Sainte-Soline. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Eh bien, le ministre a défendu sa stratégie de maintien de l'ordre pendant les manifestations, donc, et pendant la manifestation à Sainte-Soline. Sainte-Soline, où 48 gendarmes et 200 manifestants ont été blessés. L'un d'entre eux est d'ailleurs toujours entre la vie et la mort. D'après Gérald Darmanin, s'il y a une augmentation de la violence, ce n'est pas un problème de maintien de l'ordre, c'est parce que l'ultra-gauche prend, selon lui, en otage le mouvement social. Notamment, il y voit un basculement à partir du 16 mars, le jour de l'emploi du 49.3 à l'Assemblée nationale, l'ultra-gauche qui était aussi présente en nombre d'après lui à Sainte-Soline. Écoutez. Nous nous préparions à un moment de confrontation, non pas parce que nous le souhaitions, comme je l'entends ici ou là, mais parce qu'il était inévitable, puisque personne n'a respecté l'état de droit dans le camp des manifestants casseurs, ni les arrêtés d'interdiction de la préfète, ni les arrêtés de transport d'armes. D'après le ministre de l'Intérieur, 800 objets auraient été saisis par les policiers et gendarmes, couteaux, boules de pétanque, haches. Alors, de manière générale, la droite sénatoriale est du côté des forces de l'ordre. Ça n'a pas empêché votre collègue, le questeur Philippe Bas, d'être un petit peu acerbe avec le gouvernement. Écoutez. Tout ce que vous nous avez démontré montre que ce qui s'est produit était prévisible. Qu'avez-vous fait pour l'empêcher ? C'était interdit, mais où est l'autorité de l'État quand l'interdiction n'est pas respectée et que vous ne vous donnez pas les moyens d'empêcher ce que vous interdisez ? Il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'État est défié, certes, mais qu'il est aussi peut-être déficient. Les personnes n'ont pas réussi à installer de ZAD. Et oui, l'autorité de l'État a été respectée. Mais oui, cela a été violent. Et oui, il faut se prémunir contre cela. François-Noël Buffet, est-ce que l'autorité de l'État a été respectée à Sainte-Soline ? L'autorité de l'État, au bout du bout, la manifestation qui était interdite, avec une vocation d'ailleurs, qui avait pour vocation de détruire ce qu'on appelle ces grands réservoirs d'eau et d'occuper les lieux et de créer une ZAD. Oui, si on s'en tient à ça, l'objectif est atteint, ils n'ont pas pu s'installer. Ce qu'on peut regretter, c'est la manière dont ça s'est passé. Évidemment qu'il aurait été bien meilleur de pouvoir empêcher les choses, que cette manifestation ne se tienne pas. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Pourquoi ça n'a pas été possible ? Parce que les personnes qui étaient venues pour manifester n'étaient pas venues simplement pour manifester. Certaines d'entre elles étaient venues pour casser, pour tuer, pour blesser les forces de l'ordre. Donc à un moment, évidemment que la réaction des forces de l'ordre est difficile. Moi, ce que je pense, c'est que nous ne devons pas nous laisser aller à un commentaire facile, mais qu'en revanche, nous devons être très fermes sur le respect de l'ordre et de la règle républicaine. Ça se traduit comment ? Ça veut dire que les forces de l'ordre ont une discipline, des façons de faire, avec des règles qui doivent être respectées. Naturellement qu'individuellement, il peut y avoir des difficultés et il ne faut pas les laisser passer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qu'on ne peut pas non plus laisser les forces de l'ordre, qui sont des concitoyens comme vous et moi, se laisser caillasser, se laisser viser par des systèmes de fusées, se laisser attaquer par des haches, par des couteaux. Enfin, dans quel monde vit-on ? Est-ce qu'on va tolérer cela ? Là, il y a un moment, il y a une échelle des valeurs. Et la valeur, elle est plutôt du côté de l'ordre républicain et du respect des règles de la République. Pas de la violence, de l'attaque, de l'agression, pour ne pas dire autre chose. On est vraiment dans des moments où il y a des moments délictuels, voire parfois criminels. Quand vous apprenez que des gendarmes ont eu les jambes brûlées à l'acide, ce n'est pas une manifestation pacifique. Donc ne nous trompons pas sur l'échelle des valeurs. Ensuite, que dans cette échelle des valeurs, il y ait des règles et qu'elles soient respectées, c'est évident dans notre monde, sinon on n'en sortira pas. Mais véritablement, j'allais dire, dans cette période, la prudence dans l'usage des mots est fondamentale et dans l'usage des punchlines. Je comprends bien que tout le monde veut exister sur ces sujets-là, mais attention à ne pas en rajouter trop et voir au-delà de la réalité. Au bout du bout, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est notre ordre républicain, c'est notre capacité à vivre ensemble, à manifester quand on veut manifester, mais pas à ce que nos forces de l'ordre ou qui que ce soit d'autre se prennent un pavé sur la tête, voire une balle, voire un coup de hache, voire un coup de couteau, voire de l'acide. Ça, c'est non. Et force doit rester à la loi, c'est la règle. Sinon, ça veut dire que tout est possible et qu'il n'y a plus d'organisation démocratique, il n'y a plus de lien social possible, il n'y a plus de vie en commun. C'est pas possible. Or, ceux qui sont venus, une grande partie étaient des gens qui venaient aussi un peu de l'international, d'un peu tous les pays, étaient parfaitement organisés, parfaitement structurés sur le but poursuivi. Le ministre, moi je défends pas particulièrement ni les uns ni les autres, mais
Je regarde ce qu'il dit, c'est documenté. Ce qu'il a dit est documenté. Donc, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Dans ces conditions-là, on ne peut être que de son côté. En revanche, telle personne qui représente l'autorité publique commet des actes qu'il n'a pas à commettre, évidemment qu'il n'y a pas de faiblesse à avoir à son endroit. Audrey, la gauche a vivement critiqué Gérald Darmanin dans cette audition. Oui, on parlait de l'importance des mots. Ça a donné lieu à une passe d'armes assez virulente entre la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie et le ministre de l'Intérieur. Écoutez. Vous avez fait la une du JDD, je vous en félicite sans doute, en indiquant que vous refusiez de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Je suis élu de Paris, le terme de terrorisme, pour chaque Français d'ailleurs, est quelque chose que vous ne devriez pas utiliser de manière un peu rapide. Vous n'êtes pas la police des mots, Madame de La Gontrie. Vous faites partie manifestement du camp du bien et vous considérez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des mots et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de police des mots en démocratie, Madame la sénatrice. Oui, quand on dit que les policiers doivent se faire rééduquer mentalement, comme le dit M. Mélenchon, c'est une forme de terreur et de terrorisme intellectuel, c'est certain. François-Noël Buffet, c'est le bon mot, terrorisme? En tous les cas, ça ne m'a pas choqué particulièrement. Évidemment que nous associons ceci aux actions terroristes de l'islam radical, mais l'usage dans notre pays, c'est d'utiliser ce mot parfois à d'autres fins. C'est pas quelque chose qui me choque. En revanche, ce qui me choque profondément, et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une forme de débat sémantique, de propagation d'idées qui consiste au prêt-à-penser et à considérer qu'il y a effectivement parfois le bien d'un côté et le mal de l'autre et que tout ça n'est pas discutable. C'est pas la vie, ça. Et puis on sait que pour des raisons politiques, certains mouvements, notamment de gauche ou d'extrême gauche, utilisent cela de façon à former les pensées, à considérer que les gens doivent penser de la même façon et qu'il n'y a pas d'autre manière de penser. Attention à ces actions politiques ou à cette façon de faire la politique qui, naturellement, ont une autre vocation que celle qu'elle veut bien avouer et qui est une vocation à finalement percoler dans le pays et amener les gens à croire ce qu'on leur dit sans avoir de capacité de critique. Donc, toujours gardons cette distance-là et ne nous laissons pas embarquer là-dedans parce que ça finira mal. Donc attention à cela, je crois que la prudence est nécessaire et justement, les mots justes, c'est ce qui me paraît la meilleure solution pour se sortir de ces situations qui sont, j'ose pas dire explosives, ce serait maladroit pour le coup, mais qui sont des situations de tension qui n'ont pas lieu d'être. Un point aussi sur la Ligue des droits de l'homme, puisque ça a beaucoup fait réagir hier. Gérald Darmanin a laissé entendre que les subventions publiques accordées à l'association pourraient être remises en cause. Alors pour le contexte, il répondait à François Bonhomme, sénateur apparenté Les Républicains, qui estime que l'association remet en cause l'état de droit. Écoutez la réponse du ministre. Vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement, je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Voilà. Non, mais je le dis aux représentants des collectivités locales également que vous êtes. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État. Quel est votre avis là-dessus? Parce que c'est quand même une association qui défend les droits et les libertés depuis là aussi, 30 ans. De la distance. Sortons d'un débat en commission avec les interventions des uns et des autres. Alors, en disant la Ligue des droits de l'homme est parfaitement connue, on sait comment ça fonctionne. Voilà, bon. On reste calme, c'est une association respectable, elle est dans son rôle. Une fois de plus, qu'on ait le dialogue, c'est la même chose quand vous voyez que... C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû sous-entendre qu'il allait regarder s'il fallait maintenir les subventions de l'État à la Ligue des droits de l'homme. La réponse est sans doute maladroite. La réponse est sans doute maladroite, mais c'est la même chose quand on en parle du Conseil de l'Europe et de la Commission, la commissaire qui s'est exprimée, voire même d'autres, Madame la Défenseure des droits, par exemple, que je respecte par ailleurs. Je crois que là aussi, il y a besoin d'un dialogue entre les institutions. Et il n'est pas inutile que nous allions les rencontrer, discuter avec elles, comprendre ce qu'il en est, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'excès de cette nature. Ça ne sert à rien. Nous sommes allés avec la Commission des lois, il n'y a pas très longtemps, à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes allés au Conseil de l'Europe, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines peut-être. Nous sommes allés rencontrer tous ces intervenants, parce qu'on veut comprendre comment ils fonctionnent, comment ils nous regardent, et ça a été très productif, et c'est très utile pour nous à la Commission. Donc voilà, il suffit que les gens discutent un peu. Donc dans ce climat de tension... Ça marche dans les deux sens? Mais bien sûr que ça marche dans les deux sens, évidemment. Vous pensez qu'ils ont mieux compris comment vous fonctionnez, comment fonctionne la stratégie du maintien de l'ordre? En tous les cas, on leur a fait passer des messages, on leur a dit comment les choses étaient. Eux-mêmes ont besoin de comprendre. Et nous, on a besoin de comprendre aussi quelles sont leurs positions. Si vous n'instaurez pas ces discussions, qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des convictions, qu'on n'est pas ferme, qu'on n'est pas déterminé à faire des choses, il y a un moment, ça devient ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Et il n'y a rien de pire que ça.
Parce qu'effectivement, du dialogue de sourds ne peut souvent apparaître que la violence, l'incompréhension et au bout du compte, le grand n'importe quoi. Donc il faut sortir de ça, il faut accepter qu'on puisse discuter. Une fois de plus, ça ne remet pas en cause le fait qu'on est ferme sur les règles que l'on défend et sur les objectifs que l'on poursuit. Merci Audrey. Merci. À tout à l'heure. Oui, on va parler d'un autre dialogue de sourds. Entre Elisabeth Borne et les syndicats. Ce sera ici dans le club. Merci Audrey. On va parler de la loi immigration, François-Noël Buffet, puisque vous avez travaillé dessus, vous avez fait un rapport sénatorial sur le sujet, mais vous aviez aussi travaillé sur la loi qui devait être examinée la semaine dernière au Sénat, qui a finalement été reportée. Est-ce que vous savez ce que le texte va devenir? Est-ce que vous en avez reparlé avec Gérald Darmanin? Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Pour tout vous dire, on a eu une conférence des présidents hier soir. Cela n'a pas été, le sujet était abordé, mais nous attendons en réalité les arbitrages qui doivent intervenir entre la Première ministre et le Président de la République. Il y a plusieurs textes importants avant l'été, la loi de programmation militaire notamment, on nous parle d'une loi travail, on nous parle d'autres textes sur l'énergie, le texte immigration. Sur la fin de vie. Donc, sur la fin de vie, naturellement, quoique le Président de la République a demandé un texte rédigé, pas forcément présenté au Parlement avant l'été. Donc nous sommes dans l'attente. Nous savons que le mois de mai et le mois de juin sont des mois importants en termes d'ordre du jour gouvernemental. Donc pour l'instant, nous sommes suspendus. Faut-il le regretter? La réponse est quand même oui. Nous avons la commission des lois. Vous souhaitez que ce texte revienne avant l'été? Ce serait quand même l'idéal parce que c'est important. Les sujets sont fondamentaux, les règles à modifier sont essentielles et donc il faut qu'on avance. C'est un sujet qui est attendu. Qu'il ne soit pas placé dans une situation d'ambiance générale un peu conflictuelle, on peut le comprendre, mais ça ne peut pas durer. Donc il faut maintenant qu'on continue d'avancer. La commission des lois s'est déjà prononcée. Le texte doit venir en séance. Eh bien écoutez, qu'on le refixe et qu'on ait le débat. Alors, avancer, mais sous quelle forme? Le président de la République a parlé d'un projet de loi et de plusieurs propositions de loi. Sous quelle forme vous souhaitez qu'il... Moi, je suis partisan, et je l'ai dit, de conserver un texte unique. Pour quelle raison? Pour la raison de la cohérence. Celui que vous avez examiné? Bien sûr, pour des raisons de cohérence. Il a été retiré pour des raisons de circonstances, pas pour des raisons de fond. Il a été retiré pour des raisons de circonstances. Donc, gardons ce texte. Il faut qu'il soit cohérent. Celui qui sort de la commission des lois me paraît parfaitement... a été nettement amélioré par la commission des lois. Il y a de la cohérence. Donc, allons au débat et qu'on le fasse sérieusement, mais sans crainte non plus. Alors, il a été durci, oui. Le texte que vous avez examiné en commission des lois, vous l'avez durci sur la partie de Gérald Darmanin, mais il y a toujours ce point qui pose problème à la droite sénatoriale, qui est la question des titres de séjour accordés aux travailleurs dans les métiers en tension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là encore, c'est un faux problème. Parce que pour le coup, on lui dit légiférer moins, très bien. Il n'y a pas de difficulté pour régler le problème des métiers en tension. Si le gouvernement voulait régulariser un certain nombre de situations, il peut le faire sans avoir à légiférer, en passant par les préfets qui ont la possibilité de pouvoir régulariser. Je pense que le plus simple est de le retirer. Effectivement, retirer cet article, et puis le gouvernement donnera les instructions qu'il veut au préfet. Il y a des conditions à respecter, ne pas faire n'importe quoi, évidemment, mais il n'y a pas besoin de texte pour ça. Alors s'il s'agissait d'afficher dans le texte qu'on veut régulariser pour donner des gages, eh bien c'est raté. On retire et puis on fait le reste. On a besoin de cette cohérence, on a besoin de renforcer l'apprentissage du français, le respect des valeurs de la République, on a besoin d'avoir une immigration choisie et non pas une immigration subie, c'est fondamental. On a besoin de simplifier les règles de procédure tout en respectant les droits de la défense, évidemment. On a besoin d'être très très ferme à l'égard de l'immigration irrégulière. Mais le texte initial n'allait pas assez loin pour vous? Non, mais le texte de la commission des lois me semble beaucoup plus équilibré et beaucoup plus, j'allais dire, cohérent avec les objectifs que l'on poursuit. Et c'est un texte que vous paraît prêt à suivre le gouvernement? Écoutez, d'après ce que j'avais entendu, on pouvait avoir quelques discussions sur certains points, mais qui pouvaient avancer. Après, ce qui se passera à l'Assemblée nationale est une autre affaire. Justement, Olivier Marleix, sur ce plateau, nous disait il y a quelques jours que les députés, les Républicains, réfléchissaient à une proposition de loi sur la question de l'immigration. Vous en avez parlé avec eux? Oui, on en a parlé longtemps. Moi, j'avais moi-même préparé un texte à l'automne que j'ai gardé dans mon cartable en disant on amendera le texte du gouvernement. Mais j'ai toujours mon texte dans mon cartable. Vous pouvez ressortir? Je peux sortir quand on veut. Et qu'elle ce que vous avez dit alors avec Olivier Marleix? C'est pas un peu dommage que chacun ait son texte de Non, mais je lui ai dit qu'on le travaillerait ensemble, naturellement, avec la proposition qu'on pourrait faire au Sénat, si elle devait aller un peu plus loin, on la partagerait, mais globalement, nous la partageons. Donc il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. On va aller voir l'actualité du côté de Lyon. Chez vous, on retrouve Marien Trompette. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental adjoint au Progrès pour le Rhône. Marien, merci d'être avec nous. Alors, on a envie de vous demander, Marien, est-ce que vous avez des nouvelles de votre président de région, Laurent Wauquiez?
Justement, c'était une question que j'avais envie de poser à Monsieur Buffet. Bonjour. Bonjour. On a l'impression quand même que cette histoire autour de la réforme des retraites va laisser des traces certaines. On a senti que le parti s'était divisé, notamment sur la motion de censure. Et puis dans la région où vous en parliez, Laurent Wauquiez est quand même très très discret en ce moment, surtout sur ce sujet. Il s'est très peu exprimé. Monsieur Buffet, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû s'impliquer davantage? Comment vous jugez sa stratégie aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'il est toujours le mieux placé pour 2027? Je pense bon, d'abord, bonjour, pardon. Je pense que le président de la région, Laurent Wauquiez, j'aurais souhaité, pour ma part, qu'il puisse effectivement s'exprimer, pas forcément dans des volumes incroyables, mais au moins donner son point de vue et dire les choses. Oui, mais c'est son choix. Je le respecte. J'aurais moi-même préféré qu'il soit candidat à la présidence du mouvement. Je lui avais dit d'ailleurs, mais voilà, dont acte. Donc c'est son choix. Il a pris la décision de se placer en retrait médiatique. Néanmoins, je crois savoir qu'il fait beaucoup de déplacements, il est sur le terrain, il est en immersion dans un certain nombre de secteurs. C'est une bonne chose, bien sûr, mais c'est vrai que de temps en temps, on aimerait l'entendre un peu plus. Voilà, bon, c'est un regret personnel, mais une fois de plus... Vous l'expliquez comment? Il est seul. Je crois qu'il a décidé... en tous les cas, c'est ce que je comprends, de passer plus de temps sur le terrain, à la rencontre des Français, dans différents secteurs très divers, pour prendre véritablement le pouls de la situation. Il a raison de le faire. C'est fondamental. Il a parfaitement raison de le faire. Mais de temps en temps, un petit message nous ferait plaisir. Et sur la question de Marien, est-ce que dans ces conditions, il peut encore être votre candidat en 2020? Vous savez, l'élection présidentielle, c'est en 2027. Nous avons encore 4 ans. Au moment où l'actualité se joue quasiment de jour en jour, d'heure en heure, les situations évoluent, mais rien n'est impossible. Même en n'ayant pas tranché sur une réforme aussi importante dans le contexte actuel? Mais bien évidemment. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il a son programme, il a sa stratégie, il va la dérouler, je l'imagine bien. Vous souhaitez que ce soit lui, vous, ou il y a d'autres personnes chez les LR qui pourraient être candidats? Moi, je souhaite que la question est moins une question de personne qu'une question d'incarnation de la fonction et de la capacité à porter un projet. Donc, quand on aura la personnalité capable de porter un projet et d'incarner la fonction, il n'y aura pas de difficulté. Laurent Wauquiez fait partie de cela, évidemment. Elisabeth Borne cherche à élargir la majorité. C'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut que les Républicains fassent un pas vers le gouvernement? Moi, j'ai déjà dit ce que j'en pensais de cette situation-là. Ce n'est pas forcément le moment, mais dès lors qu'on est pris entre l'extrême gauche et l'extrême droite, et qu'il faut trouver un socle républicain partagé, je crois, par la majorité des Français, s'il advenait que nous ayons à travailler avec le gouvernement, ça peut se faire que dans un accord de partis politiques, sur une plateforme parfaitement claire et de façon transparente et négociée. Ça ne peut pas être autrement. Tout accord, pas de débauchage individuel. Tout accord individuel, de débauchage individuel est sans intérêt de mon point de vue. Voilà. Mais est-ce que vous appelez votre parti à travailler à cet accord gouvernemental? Il a été dit jusqu'à maintenant qu'on travaillait au cas par cas. C'est ce que l'on fait. Il faut continuer de le faire. Attendons de voir l'évolution de la situation politique. Mais la règle fondamentale, pour moi en tous les cas, c'est de ne pas permettre aux extrêmes de pouvoir accéder au pouvoir. Voilà. Ça, c'est malgré tout ce que l'on peut dire sur la fin des lignes rouges, la fin je cherche le terme exact, j'ai l'obligé des digues, et ainsi de suite, il n'y a pas de possibilité, il n'est pas souhaitable que les mouvements extrémistes de droite comme de gauche puissent arriver au pouvoir. Le système démocratique étant ce qu'il est aujourd'hui pourrait éventuellement l'envisager. Et à ce moment-là, il appartient à ceux qui ont l'intérêt général chevillé au corps et une autre vision de l'évolution de notre pays, le moment venu, peut-être, de le faire. Nous n'en sommes pas encore là, mais si ça devait être le cas, je le redis, ça peut être que de façon transparente. Marien, vous avez une autre question pour François-Noël Buffet sur la fusion de 2 communes en banlieue de Lyon, communes qu'il connaît bien. Oui, Monsieur Buffet, vous avez été maire d'Oulin pendant 20 ans. Et il y a quelques semaines, le Progrès a révélé que cette ville et sa voisine Pierre-Bénite avaient comme projet de fusionner, notamment pour peser davantage à la métropole qui, à Lyon, rappelons-le, est dirigée par les écologistes. Moi, j'ai cru comprendre, Monsieur Buffet, que vous n'étiez pas forcément emballé par ce mariage et surtout que vous n'aviez pas été consulté.
Et je crois que vous avez parfaitement compris. En réalité, je ne suis pas hostile aux fusions de communes, bien au contraire, je pense qu'elles sont nécessaires par moment, il n'y a pas de difficulté. J'avais moi-même essayé à un moment de rapprocher la ville d'Oulin de la ville de la Mulatière, pour des raisons stratégiques, parce qu'on a déjà une vie commune, notamment industrielle avec la SNCF, et parce qu'on s'orientait vers le centre de la métropole. Donc sur le principe, je suis d'accord. Sur le fait que je n'ai pas été associé à la décision, c'est une réalité, c'est vrai, je l'ai appris parce que le maire de Pierre-Bénite m'a téléphoné, mais c'est tout. Ensuite, sur le fond. Est-ce que vous avez été vexé, Monsieur Buffet, par rapport à ça? J'imagine. Est-ce que vous avez été vexé par finalement ce manque de tact des élus de Boulogne-Pierre-Bénite? J'ai été élu municipal pendant 30 ans, j'ai été adjoint au maire pendant 2 ans et j'ai été maire de la commune pendant 20 ans, réélu 3 fois au premier tour par les habitants d'Oulin. On a quand même un attachement à son territoire et à ses habitants. On a quand même nous ne sommes pas que des robots, contrairement à ce qu'on imagine. On a un peu d'affect. Bon, mais cela, il faut le mettre de côté dans certaines circonstances. Et puis, malheureusement, c'est comme ça. Mais si on dépasse cette situation-là, l'enjeu, c'est de savoir quel est l'intérêt de la ville d'Oulin. Je comprends parfaitement l'intérêt de la ville de Pierre-Bénite. L'intérêt de la ville d'Oulin, je le comprends un peu moins. Maintenant, les maires se sont engagés, à eux de démontrer l'intérêt de la fusion. Il faut un projet, il faut une idée de fond, il faut une ligne force. Donc cela, moi, je l'attends. J'ai rencontré les 2 maires ces dernières semaines. Ils m'ont promis qu'il y aura un débat, ils m'ont promis qu'il y aurait des propositions qui seraient faites, et en tous les cas qu'ils démontreraient l'intérêt à la mesure. Eh bien, écoutez, je suis dans l'attente de cela. Merci Marianne Trompette d'avoir été avec nous. On regarde la une du Progrès, la désillusion finale et la défaite de Lyon que vous regrettez. C'est dramatique. C'est ça, c'est éliminé de la Coupe de France, Lyon. Merci beaucoup Marianne Trompette d'avoir été avec nous. Merci François-Noël Buffet d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.